Bonjour, je suis Émilie Clément, chargée de communication chez Valenciennes Métropole et je vous présente le podcast Territoire, où nous donnons la parole à celles et ceux qui font de notre communauté d'agglomération de 35 communes une terre de rencontres, d'échanges et de partage. Tous les mois, je partirai à la rencontre de nos pépites. Ces personnes témoigneront de leurs expériences, de leur vision, de leur histoire. Bienvenue et bonne écoute. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Onnaing. Onnaing se situe au nord de la France, à proximité de la frontière belge. C'est une commune urbaine dont le sous-sol témoigne d'un gisement important de minerais de charbon, mais pas que. Tout à l'heure, en discutant avec notre invité, Vincent Delaunay, nous avons pu échanger avec ma collègue Clara Schmitt sur le passé d'Onnaing. Onnaing, donc terre d'histoire, de charbon, de mines, de brasserie. La brasserie La Bargeot, qui s'appelle comme ça aujourd'hui grâce à Vincent Delaunay et son mari Pierre Duprey. Bonjour Pierre Delaunay, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Vincent Pierre Delaunay. Oui, Vincent, Pierre c'est votre mari. Mon deuxième prénom est aussi Pierre. Ah, ça va, je n'étais pas si éloignée. Alors, donc moi je suis directeur d'EHPAD à l'origine. Et puis donc, j'ai créé deux habitats partagés seniors qui sont des colocations aux personnes âgées. En 2016, tout d'abord à Valenciennes Centre, au boulevard Watteau. Et puis on a été sollicité pour créer une deuxième maison. Notre choix s'est posé sur la maison patronale ici du site, donc la maison donc, de ceux qui étaient les patrons du site, qui était donc une ancienne brasserie. Et de fil en aiguille, le projet s'est étendu sur l'ensemble des autres bâtiments n'étant pas des bâtiments d'habitation, donc les bâtiments industriels, pour y développer ce que maintenant on appelle donc le tiers-lieu, la Bargeot, la brasserie des Arts Joyeux. Des Arts Joyeux, oui. Avec l'idée de brasser les arts de façon joviale, donc vraiment pas un tiers-lieu culturel, mais pas un tiers-lieu culturel trop intellectualisé, pas un tiers-lieu culturel axé sur l'art contemporain, mais au contraire un tiers-lieu culturel avec une éducation populaire à l'art et qui a pour motif principal de promouvoir la pratique artistique amateur en tant que vecteur d'insertion, vecteur de cohésion du territoire et pour faciliter aussi l'accès à l'art des habitants du QPV sur lequel on est en frontière immédiate. Oui, alors le QPV, quartier prioritaire de la ville, oui. qui est marquant sur Onnaing puisque un tiers de la population réside dans ce QPV, donc c'est les anciennes cités minières donc de Cuvino, de la piperie et de la faïencerie, donc c'est cet ensemble urbain-là, relativement dégradé, qui connaît une grosse rénovation et tant mieux, et qui aujourd'hui se traduit, après quand même ces rénovations malgré tout, par un état de paupérisation de ces espaces, puisque donc un tiers des habitants résident dans ce lieu-là, mais en même temps sur Onnaing, on a quand même, je crois, de mémoire, 37 à 40% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. D'accord. Donc, ce qui démontre bien qu'il y a une vraie difficulté sociale, globale, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont menés et que les choses s'améliorent. Valenciennes Métropole y contribue, la mairie d'Onnaing aussi. Oui. Mais il y a tout un accompagnement pour faciliter la rencontre entre les populations, ce qui est déjà le cas, mais ça permet de se renforcer. Et le projet du tiers-lieu, c'est vraiment de faciliter la connaissance, l'accès à l'art pour des populations qui en sont éloignées par une mobilité un peu restreinte, aussi parce qu'ils peuvent se mettre involontairement des œillères en pensant que l'art est quelque chose d'inaccessible ou que pour des élites ou complètement détachées et hors sol. Or là, l'idée, c'est vraiment de faire la pratique amateur et de dire que pour ceux qui le souhaitent, chacun est en capacité de créer, de produire, et que ça n'est pas inaccessible ni financièrement, ni techniquement, ni en termes de temps, et que cette pratique artistique
pour ceux qui en ont besoin, ça peut être un vecteur d'insertion, une reprise de confiance en soi, sur sa situation, sur les capacités réelles que finalement on peut avoir, qu'on pensait peut-être ne pas avoir en a priori, et faciliter par là la démarche de recherche d'emploi, la démarche d'être dans l'activité, la démarche de venir à des expos, de participer à des événementiels, de participer à un projet, de se rendre compte que si on veut se bouger, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est possible. Ouais. Donc c'est un cercle vertueux. Vous en parliez et tout à l'heure je l'ai cité, Clara Schmitt qui est avec moi aujourd'hui. Donc en quoi l'accompagnement de Valenciennes Métropole est présent sur ce projet. Clara Schmitt qui est chargée de mission sur l'économie sociale et solidaire. Bonjour Clara. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'ESS, économie sociale et solidaire? Bonjour Émilie, donc en effet l'ESS a été défini par la loi en 2014 comme un mode d'entreprendre bien spécifique. Oui, et justement, est-ce que tu peux nous dire quelle est sa particularité? Alors la particularité, c'est que l'ESS finalement est présente dans tous les domaines de l'activité humaine. On peut citer l'éducation, la culture, le sport, le développement durable, l'alimentation, voilà. Et finalement... elle respecte un certain nombre de principes qui ont été aussi définis dans cette loi. Et puis, elle est plutôt ancienne, hein. Ça n'est pas nouveau, l'ESS. Hein. Oui, tout à fait. Donc, la loi est relativement récente. On va bientôt fêter les 10 ans, puisqu'elle date du 31 juillet 2014. Ouais. Mais finalement, l'ESS, elle remonte aux premières associations ouvrières, coopératives, sociétés de secours mutuelles, à la première moitié du 19e siècle. Ah oui, tout de même. Et quels sont les principes, justement, de l'ESS ? Alors, on en a plusieurs qui, encore une fois, ont été définis par la loi, donc notamment l'utilité sociale, qui se définit comme le fait de s'adresser à des personnes qui sont en situation de fragilité, de lutter contre les exclusions, concourir au développement durable, qui permet de répondre à un besoin non couvert sur le territoire. D'accord. Les autres principes, donc on a le principe de la gouvernance démocratique, ce qui se retrouve notamment dans les associations, le fait qu'une personne égale une voix dans les prises de décision. Et ensuite, on peut citer encore deux autres principes, donc la lucrativité limitée, c'est-à-dire que le but poursuivi est autre que le seul partage des bénéfices. Ça, c'est un principe aussi fondamental. Et l'ancrage territorial, c'est-à-dire que les activités qui sont développées dans l'ESS sont non délocalisables, justement parce qu'elles répondent vraiment à un besoin repéré sur un territoire spécifique et que ce qui est mis en place sur le territoire ne pourrait pas l'être ailleurs, parce qu'il est lié aussi à l'histoire, à l'humain. Voilà. D'accord. Donc, du coup, dans la vie de tous les jours, sans le savoir, on peut acheter une denrée ou profiter d'un service sans le savoir. Par exemple, une coopérative, une fondation, une association, ça c'est tout à fait possible. Souvent, on sous-estime, Clara, la place de l'ESS. Combien pèse-t-elle, par exemple, en termes d'emploi sur notre territoire ? Alors l'ESS pèse quand même 10% de l'emploi sur notre territoire. Et sur l'agglo de Valenciennes Métropole, on a 7000 emplois pour 400 établissements. Pour 400 établissements, donc c'est quand même important. Quels sont... est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'initiatives ? Alors en effet, on peut citer pour illustrer un restaurant d'insertion qui propose des produits locaux qui permet à des personnes en situation de handicap de trouver leur place dans le monde du travail. Est-ce qu'on peut le citer ? Alors oui, on a par exemple nous sur le territoire la cantine de Joséphine, voilà, qui maintenant est agréée entreprise adaptée, qui est à Valenciennes et qui déploie également une coloc à destination de personnes trisomiques. Voilà, donc... si on peut citer d'autres initiatives, une auto-école qui permet à des bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi de prendre en charge une partie du coût du permis de conduire. Et pour continuer à illustrer dans le domaine de la mobilité, on a également la Maison du Vélo qui permet d'organiser des ateliers de réparation de vélos,
qui développe également un atelier chantier d'insertion pour former des personnes au métier de la mécanique et de la cyclo-logistique. Voilà, quelques exemples. Ouais, c'est vraiment la liste est longue, hein, finalement, pour, on le disait, réinventer l'économie en proximité avec et pour les habitants. C'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Clara. On en revient à ce beau projet de la Bargeot. De quelle façon l'économie sociale et solidaire vient participer à votre projet Le projet est inscrit pleinement dans la démarche de l'économie sociale et solidaire dès le départ, parce qu'en fait, c'est une association, la Brasserie des Arts Joyeux, qui développe le projet, qui a pour objectif de mettre à disposition des espaces dans le cadre de l'ensemble du tiers-lieu, avec différents usages, donc une requalification des bâtiments dans un usage bien précis, une ressourcerie, donc une ressourcerie à vocation d'insertion, un estaminet qui devrait être occupé par une des associations qu'on a précédemment citées, l'association d'insertion justement dans le domaine de la restauration, des ateliers de pédagogie, donc pour des profs auto-entrepreneurs qui donnent des cours à des élèves qui sont rémunérés directement par leurs élèves, des box qui seront loués par des artistes, des ateliers box qui sont loués par des artistes qui n'ont pas d'atelier chez eux ou qui ont envie de produire dans un esprit de coworking, avec des espaces partagés de détente, des lieux d'expo, des lieux de représentation scénique et théâtrale, des boutiques d'artistes qui vont vivre de leur propre création, donc un vrai parcours d'insertion sur le site entre des personnes qui peuvent venir apprendre à l'art, exercer après de manière autonome leur art et au final pouvoir en vivre s'ils le souhaitent en créant et en vendant leur art. Premier parcours d'insertion. Deuxième parcours d'insertion, des personnes qui sont éloignées de situations d'emploi, soit par le handicap, soit au niveau social, et qui peuvent venir travailler sur site, dans l'estaminet pour les personnes qui sont en situation de handicap, dans la ressourcerie ou dans la microbrasserie aussi qu'on projette de créer, pour ceux qui sont dans le domaine de l'insertion, et qui vont comme ça avoir pied à l'étrier, et puis pouvoir prendre pied dans le monde, ou reprendre pied dans le monde du travail, et évoluer après ailleurs, de manière plus indépendante et autonome. Donc un vrai parcours culturel, qui est mixé avec 2 parcours croisés d'insertion sur le site. Donc ça, effectivement, on est pleinement dans la démarche de l'ESS, avec une valorisation du patrimoine, d'un patrimoine remarquable, architectural. C'est ça, qui est vraiment... Vous avez cité tous les projets que vous avez, puisque tous ces projets, normalement, devraient pouvoir ouvrir au public en 2028 pour l'ensemble. Voilà, ça va se faire par étapes, progressivement. Mais c'est un lieu qui est à la fois magnifique, pour ce que vous en avez déjà rénové. On arrive à se projeter dans ce que vous voulez faire. Et puis, l'histoire pour vous est vraiment très, très importante. On le sent. Le patrimoine, c'est quelque chose... Vous avez récupéré des faïences, par exemple, qui existe. Vous allez travailler sur la brasserie, récupérer des choses et brasser à l'aide des agriculteurs du coin. Il y a vraiment une économie, on peut dire, circulaire, et une envie de faire avec ce qui est sur notre territoire et de valoriser le passé, le patrimoine. Ça, c'est important. C'est très important parce que, alors, 2 choses. On n'est pas détenteur d'un bâtiment. On n'en est que l'occupant temporaire. On gère les emmerdes, notamment toutes les problématiques financières. Un bâtiment ou des bâtiments anciens, ils existaient avant. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils existent encore après, qu'ils soient transmis à d'autres, et en tout cas, qu'on soit respectueux du travail qui a été effectué par les artisans d'origine. Leur art qu'ils ont pu mener en maçonnerie, en boiserie, en couverture, et que tout ce travail de métier d'art, de métier du bâtiment, qui sont aussi une pratique artisanale, que tous ces métiers d'art, on les respecte et on les transmette le résultat, et qu'on vienne restaurer, réparer, changer peut-être la destination d'usage, parce qu'effectivement on n'a plus besoin de 2000 m² de bâtiment pour brasser de la bière, mais on en a besoin pour faire les activités qu'on projette sur le tiers-lieu. Mais l'idée de base, c'est de respecter le travail des anciens et de transmettre les choses, et la propriété, elle n'est que momentanée, quoi.
Alors, si on en revient à la genèse du projet, vous Oui. nous avez dit que vous étiez directeur d'EHPAD. Oui. Et ce tiers-lieu ici, la Bargeot, a commencé avec la maison, ce que vous avez appelé tout à l'heure la maison des mamies. Oui. Alors, expliquez-nous. Eh bien, comme je disais en introduction de notre propos, effectivement, on a créé une première maison partagée, une colocation senior à Valenciennes-Centre. Moi, en tant que directeur d'EHPAD, j'aime beaucoup ce que je faisais, et là où j'étais, et puis accompagner les salariés, accompagner les occupants et les familles dans des situations qui sont souvent difficiles. Mais au bout d'un moment, à titre personnel, je ne m'y retrouvais plus beaucoup parce que je me ressentais dans des environnements de plus en plus gros en termes de taille, de lits et de salariés. Et humainement, pour moi en tout cas, je me sentais trop détaché de la proximité des personnes, enfermé dans le bureau à gérer des emmerdes. Et donc, j'ai préféré arrêter et essayer de développer quelque chose, un concept toujours d'accueil de personnes âgées, mais qui me paraissent, moi, plus à mon échelle à moi, plus humaine, plus en phase avec le quotidien que je voulais en vivre. Et donc, ce qui nous a conduit à créer la première maison habitat partagé ici à Valenciennes. D'autres se sont créés au même moment en France sans qu'on en ait connaissance. Et puis on a été rapidement sollicité par le département pour en créer une deuxième, plutôt à vocation sociale, ce qui nous a conduit notre choix sur la zone géographique d'Onain, pour que ça colle à la population, puis c'est un lieu où on habitait déjà aussi, nous à titre personnel. Et de cette deuxième maison des mamies, la mairie nous a rapidement proposé qu'on se projette sur l'ensemble du site et qu'on fasse des propositions pour la requalification de l'ensemble du site. Et comme on a la chance de bien se projeter dans les espaces, oui, c'est ça. Et d'avoir quelques idées et de bien s'entendre, on a eu un petit week-end de brainstorming à deux et on a sorti le projet en quelques heures, on l'a présenté à la mairie qui a été enchantée. Et oui, on peut peut-être parler de votre mari qui est aussi extrêmement moteur dans ce projet. Sa profession, parce qu'il exerce... Alors, il est professeur agrégé d'art plastique, donc voilà. Il enseigne en collège, il enseigne aussi à l'école d'art d'Onain, il enseigne beaucoup aussi à l'atelier Zigzag, qui est sur Onain, qui existe maintenant depuis 6 ans. Et dont l'objectif aussi dans ce tiers-lieu, dans ce centre d'art, la Brasserie des Arts Joyeux, c'est d'y faire le déménagement de cet atelier qui va doubler en capacité. Actuellement, il y a 80 élèves par semaine qui suivent des cours, ados, enfants, adultes. Et évidemment, en ayant 2 espaces, ça va permettre d'augmenter, de doubler la capacité, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour développer cet atelier. Et les pratiques, il y a de la peinture, du dessin, la sculpture a commencé depuis peu, il y a de la couture aussi de temps en temps, des ateliers floraux, il commence à y avoir beaucoup de choses qui se développent et qui vont continuer à se développer. Alors, on en vient à la première journée, on va dire. Vous découvrez ce projet ici, vous découvrez déjà ce bâtiment ici. Quel a été votre état d'esprit ? Vous avez tout de suite visionné ce que ça pourrait être. Comment vous êtes senti ce jour-là ? Alors, quand on a visité la maison ici patronale, la maison principale à destination, au début c'était uniquement pour l'instant, l'idée c'est que la destination de la deuxième maison pour personnes âgées. Oui. Et on s'est dit c'est parfait, c'est idéal, c'est suffisamment grand et vachement bien délabré pour rentrer dans le besoin du projet. Parce qu'en fait, on avait besoin de trouver une maison dans un état de ce qu'on appelle de grande vétusté, puisque pour construire le projet économiquement, on avait besoin que cette maison puisse être éligible aux aides de l'ANA, puisque c'est un projet en ce qu'on appelle en ANA PLS, donc ANA pour la rénovation habitat, PLS pour le financement, prélogement social, pour que les personnes puissent ensuite être bénéficiaires des aides de la CAF et de l'APL. Donc on avait besoin d'un bâtiment suffisamment grand, parce qu'il faut, pour une colocation senior, il faut entre 300 et 350 mètres carrés. Donc là, on est sur 320 mètres carrés. Donc suffisamment grand pour qu'il puisse y avoir 7 chambres, des pièces de vie partagées pour cette personne. Soit pas il y a
7 personnes ici. Hein. Donc il faut quand même un peu de place pour que ce soit pas une, comment on appelle ça, enfin, que ce soit pas trop serré, quoi. Que ce soit pas une cage à lapin, hein, que ce soit vraiment des conditions confortables. C'est pas parce que c'est un logement social que pour autant les personnes doivent être entassées. Il faut du beau, du propre et des conditions agréables de vie. Et donc le bâtiment le permettait. Mais après une sacrée grosse rénovation, puisque voilà, là où nous sommes présentement, les piliers que vous voyez qui tiennent la toiture, tout a été refait, tout s'est fondé. On est dans une pièce complètement propre, tout ça, mais on a visité tout à l'heure la future brasserie. Et oui, il y a encore du boulot. C'est ce qu'on se disait. Il y a pas mal de boulot, oui. Il faut savoir se projeter. Et une petite anecdote peut-être que vous pourriez nous raconter, une difficulté, un imprévu. Je suppose qu'il y a des jours où il y a un peu de moins bien, où on a envie de baisser les bras. Oui, peut-être au tout début, quand on commençait à... Tout début, une fois que l'acquisition est faite et que les prêts ont déjà démarré, et puis qu'on commence à enlever la végétation à droite à gauche, parce qu'en fait, il y avait... on ne peut pas se le concevoir maintenant, mais il y avait une densité de végétation absolument énorme. C'est moi qui m'y suis collé, on a dû abattre des dizaines et des dizaines d'arbres pour y voir un peu plus clair, pour voir vraiment la globalité des bâtiments. Et puis certains bâtiments, on n'avait pas pu accéder à l'intérieur puisqu'il y avait des panneaux de consolidation qui empêchaient d'entrer. Donc on s'était projeté. Puis quand on est rentré dans certains parties, on a dit aïe, il y a un peu plus de boulot que prévu. Ouais. Puis notamment là par exemple, près de l'écurie, on a les anciennes mangeoires avec les anciennes étables. Et très rapidement, en fait, il y a toute une étape qui s'est effondrée, dont il a fallu reconstruire l'intégralité de la toiture, la façade, parce que c'est dans un tel état que ça s'est carrément effondré au moment où on a commencé. Donc les premières anecdotes, c'était surtout des mauvaises surprises avec quelques zéros qui s'alignaient sur les devis. On s'est dit, il va falloir tenir. Et aujourd'hui, maintenant que votre projet prend vraiment vie, tout à l'heure, on a pu rencontrer quelques-unes de vos résidentes et un résident aussi. Oui. Voilà. De quoi pouvez-vous être le plus fier ? Quelle est votre plus belle réussite maintenant, déjà tout de suite ? C'est d'avoir les sourires de ces dames, c'est d'avoir... Oui. Ce que les uns et les autres nous rapportent, parce que c'est pas ce qu'on avait projeté au départ, entre la création des deux habitats partagés et puis là le projet de tiers-lieu, ce qu'on se rend compte, c'est que involontairement, c'était pas un souhait dès le départ, c'est qu'on crée des lieux de vie de convivialité, et que finalement on crée des endroits où les gens se sentent bien, ils se sentent heureux de vivre, ils apprécient. Et quand on fait des événementiels ici dans la Bargeau, les gens viennent, ils passent du temps, ils se posent, ils regardent le lieu qui est quand même relativement joli. Il sera encore mieux quand il sera terminé, bien sûr. Des pans, des poules, il y a des pans, il y a des poules, il y a des bâtiments. Le soir, quand c'est amusé avec les éclairages d'extérieur, ça fait aussi toute une ambiance. Petits lampions là dehors, toute une ambiance assez agréable avec un petit peu de musique. Le soir, quand il fait doux, avec les odeurs de barbecue, un arbre, l'arbre raconte. L'arbre raconte. Voilà, c'est tout un univers qui invite les personnes à se poser, à partager, à passer du temps, et à découvrir soit des expos, soit une représentation, et à partager du temps avec les autres. Et ça, c'est le lien. C'est le lien. C'est ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de... Comme c'est tout à fait involontaire, hein, c'est le fil en aiguille avec les années qui passent. C'est qu'on crée des lieux de vie dans lequel les gens se sentent bien et puissent partager. Ouais. Involontaire, oui et non, parce que quand vous nous parlez du projet de base où vous voulez créer justement ces espaces ouverts à toutes et à tous, c'est bien ça, hein, c'est vos mots au début. Donc évidemment, quand on met un peu de considération, évidemment que le lien se fait quand on se sent valorisé. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais ça n'était pas projeté par cette idée-là au départ. Les idées, c'était proposer un habitat pour des personnes parce qu'il y a besoin d'une solution alternative qui n'existe pas. C'est de proposer un lieu pour des activités culturelles diverses et d'insertion parce qu'on sent qu'il y en a besoin sur le territoire. Mais de fil en aiguille, la concrétisation fait qu'après, ça fait des moments de rencontre, des moments de partage, des lieux de vie. Ouais. Alors, on a parlé... est-ce que vous pourriez justement nous dire... vous parliez d'événementiel. Là, déjà, vous recevez, hein, vous faites du théâtre. Alors il y a une pièce de théâtre, dimanche, il y a
quelques jours. Il y aura, des fois, il y a des rencontres entre associations qui peuvent utiliser notamment la salle de séminaire pour faire des réunions de travail. Il y aura une représentation de Comedy Club en janvier. Et après, toute la programmation, c'est plus Pierre qui s'en occupe. D'accord. Moi, je m'occupe surtout des travaux, du côté un peu technique des bâtiments ou de l'administratif. Et Pierre s'occupe plus de la programmation culturelle. On commence à être de plus en plus sollicité, voilà, pour faire des expos, des concerts, des représentations diverses et variées. D'accord. Peut-être, Clara, revenir sur les ressources en local qui peuvent accompagner celles et ceux qui souhaitent entreprendre avec l'ESS. Oui, tout à fait. On a parlé rapidement tout à l'heure de l'appel à projet qui est porté aujourd'hui par Valenciennes Métropole, qui permet de soutenir au démarrage et aussi au développement des initiatives de l'ESS. Donc là, on est sur un soutien financier via l'appel à projet qui peut aller jusqu'à 10 000 euros par projet. Mais on a également, au-delà du financier, l'aspect vraiment accompagnement au développement, parce que quand on crée un projet comme celui-là, il peut y avoir de l'emploi derrière, il peut y avoir besoin de mise en réseau, etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on travaille avec des partenaires de l'accompagnement. Je peux les citer sur le territoire, ils sont nombreux. Maillage, le STAJ, l'APES, Nord-Actif, je vais forcément en oublier. Mais en tout cas, toutes ces structures, en fait, sont partie prenante d'une dynamique autour du pôle territorial de coopération économique, qui permet de réunir un collectif justement d'acteurs de l'accompagnement et d'identifier les ressources adaptées pour accompagner un projet. Et d'ailleurs, prochainement, il y a une rencontre avec la Barjaume. Il y a déjà quelques projets qui sont en cours d'accompagnement grâce à cet outil qui s'appelle Processeur, et qui permet d'être accompagné en fonction des besoins du projet. Je l'ai dit, ça peut être sur du financier, de l'aide à la création d'emplois, également réfléchir à son modèle économique, les statuts, toute la partie vraiment structuration de projet qui permet de mettre en musique un projet. Enfin, on l'a vu, celui de la Barjot, il est multidimensionnel, il y a plein de choses. Et donc, c'est toujours intéressant pour pouvoir consolider, de se dire que une association n'est pas seule, elle peut s'appuyer sur tous les outils d'accompagnement qui existent ici sur le territoire. Avez-vous quelque chose à ajouter, Vincent sur... Oui, alors on a bénéficié d'une subvention justement dans le cadre de cet appel à projet ESS de Valenciennes Métropole. On a bénéficié d'une subvention de 7 000 euros et c'est pour nous permettre de développer, de contribuer au développement d'un poste d'administrateur coordonnateur. Donc là, pour l'instant, on met en place les choses. On a quelqu'un qui est en alternance, qui suit la formation tiers-lieu développement territorial qui est à l'université polytechnique de Valenciennes et dont on espère que la personne sera satisfaite du lieu et nous aussi, et pour objectif qu'elle devienne après donc cet administrateur du site, parce qu'effectivement nous, de par nos activités professionnelles, on est déjà pris sur beaucoup de choses. J'imagine, plus les travaux en permanence et on a du mal à faire face à tout. Et après, si j'avais eu quelques secondes, c'est pour parler du modèle économique de la Barjot, qui est un modèle, alors c'était pas, là encore, c'est pas volontaire dès le départ, on connaissait pas du tout, alors déjà on connaissait pas l'habitat inclusif, on nous a qualifié d'habitat inclusif quand on a fait la première maison pour personnes âgées, on connaissait pas non plus les tiers-lieux, on a juste simplement proposé à la mairie des usages ici qui nous paraissaient cohérents, puis c'est après coup qu'on nous a dit mais ce que vous faites, ça s'appelle un tiers-lieu, donc on apprend finalement des autres qui nous enseignent ce que l'on est en train de faire au quotidien en fin de compte. Et dans ce modèle de tiers-lieu, ce qui fait notre spécificité, notre originalité aussi, mais aussi notre force, c'est qu'en fait, c'est vraiment le modèle économique, c'est simplement une mise à disposition des espaces. Donc évidemment, ça veut dire que derrière, il y a du loyer pour les personnes qui les occupent. Donc mise à disposition à des exploitants. C'est pas la Barjot qui elle-même, donc l'association La Barjot, qui elle-même
va exploiter directement la microbrasserie, va exploiter directement la ressourcerie, va exploiter les boutiques d'artistes, va exploiter encore moins bien sûr les staminés. Ce sont des gestionnaires indépendants, notamment des associations d'insertion, qui vont développer des projets dans ces lieux-là, dans ces objectifs-là. Nous, on met simplement à disposition les bâtiments. Et le produit de ces locations permettent de rembourser les prêts, qui sont nombreux, pour la rénovation et l'acquisition, et d'avoir un petit reliquat qui permettra à terme d'avoir l'autofinancement pour le poste d'administrateur coordonnateur. Donc actuellement, on bénéficie pas que Valenciennes Métropole, mais aussi surtout bénéficier d'une subvention un peu plus large du CREAP 2 de la région. Peut-être une autre aide prochainement aussi de la région sur laquelle on nous a sollicité, avec pour objectif que ce poste d'administrateur coordonnateur culturel de la Bargeau soit financé temporairement, pour qu'il devienne après autonome, une fois que les différents espaces auront ouvert, et sera autonome grâce aux produits des locations de ces différents espaces. Donc on est à l'autofinancement, grosso modo, à part ces quelques aides. On reçoit très peu de financement public, aucun sur l'investissement. Peut-être qu'on en aura demain, on en a demandé, on n'en a pas eu. Si on en avait eu, ça aurait permis qu'on fasse une prise de risque moins importante, des prêts en l'occurrence, moins important. On ne les a pas eus, mais ce n'est pas grave. Le projet, à terme, est autofinancé, est à l'équilibre. Voilà. D'accord. Merci pour cet ajout, et ça nous permet aussi de comprendre à quoi servent les subventions, les financements. Et voilà, Clara, quelque chose à ajouter ? Simplement, j'espère que ce podcast donnera envie aux auditeurs et auditrices de venir sur le site qui, je trouve, porte bien son nom, parce que Brasserie des Arts Joyeux, c'est à la fois référence au patrimoine, comme on l'a dit, historique, qui va reprendre vie au travers des staminés, le brassage de bière. Et aussi, je trouve, le brassage, on l'a dit, lieu de rencontre, donc le brassage aussi des populations, entre les mamies, les artistes qui viendront sur le site. Je trouve qu'il y a vraiment une diversité très intéressante sur ce lieu. Un beau brassage de population. Exactement. On peut faire le jeu de mots. Et voilà, c'est terminé. Merci encore Vincent Delaunay et Clara Schmitt pour faire vivre une telle pépite sur notre territoire. J'invite tout le monde à venir faire un tour à la Bargeau. Ils accueillent avec plaisir tous les passionnés d'art et prochainement peut-être les amateurs de bière. Vincent, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur votre Facebook. Oui, c'est ça, on a une page Facebook, voilà. On a aussi une page Instagram, c'est comme ça que ça s'appelle, donc c'est pas moi qui la gère, vous comprendrez bien. C'est notre fils ado de 16 ans qui gère la part Instagram. Les ados sont plus à la page que nous sur Insta. Tout de même. Voilà. Et vous pourrez retrouver toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Pour ne rater aucune de nos actualités, je vous invite à suivre Valenciennes Métropole sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant aidé à l'enregistrement et à la diffusion de cet épisode. Je suis Émilie Clément, chargée de communication pour Valenciennes Métropole. À bientôt.